Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, il y a rebondissement après rebondissement concernant l'Iran. Ce qui se passe est évidemment terrible, surtout en pensant qu'en géopolitique, il n'existe clairement pas d'alliance qui dure trop longtemps. Et surtout, cela dépend évidemment des intérêts de chaque politicien et aussi des intérêts de chaque pays. Et les retournements continuent de se produire en ce moment. On le voyait venir, tôt ou tard ça allait arriver. Et en ce moment, eh bien comme Astrid vous l'a dit il y a un instant, allons dans le détail, voyons ce qui se passe d'autre. Les réactions autour de toute cette situation qui se déroule entre Israël, les États-Unis et le Liban lui-même, et dans lequel il est impliqué comme phase centrale. Évidemment, eh bien dans la guerre, pas la guerre dans le détroit d'Ormuz, la guerre en Iran, toute cette situation. Allons dans les détails, merci beaucoup de partager. Il y a 2 directs. Ce direct est court, il concerne uniquement le sujet de l'Iran, que nous pensons être très important. Ensuite, nous vous remettrons tous les rapports et informations immédiatement, comme d'habitude. Alors, eh bien, allons dans le détail, commençons par une image qui est aussi importante. Il y a quelques instants, avant que cette nouvelle de cessez-le-feu et toute cette situation n'éclate, il y a eu une attaque de la part du Hezbollah. N'est-ce pas ? Une attaque qui, selon eux, était plus profonde, qui essayait d'aller plus loin, c'est-à-dire vers Israël. Basiquement, c'est-à-dire là où se trouvent les FDI elles-mêmes. Mais Donald Trump aurait parlé avec le Hezbollah, il a directement parlé avec le Hezbollah. D'après ce que l'on sait, il dit « Eh bien, le Liban confirme que le Hezbollah leur a dit « D'accord, on fait le cessez-le-feu » et ils ont arrêté d'attaquer, Israël a arrêté d'attaquer, évidemment avec ses menaces. Que si Netanyahou, que si on tire, je ferai ceci, que si non, vous savez déjà, n'est-ce pas? Comment est la situation? Mais bon, je ne sais pas si tu veux nous résumer un peu. Comment s'est passée la conversation? Qu'est-ce qu'on sait sur ce sujet? Eh bien, nous vous en parlions dans l'après-midi, qu'avant qu'Iran n'annonce qu'il n'y aurait plus de conversation, que la diplomatie s'arrête tant qu'il n'y a pas qu'on mette un frein aux attaques d'Israël contre le Liban, spécifiquement contre le Hezbollah. Donald Trump affirme tout de suite que cela ne change rien et que ça lui est complètement égal. Il appelle immédiatement Benjamin Netanyahou au téléphone, il lui dit que c'est un fou, que s'il est là, c'est grâce à lui qu'il l'a sauvé de la prison. C'est moi qui t'ai créé, non? Oui, voilà. Et voilà, plein de choses, il est super énervé. Ça a fuité dans Axios, qui était le média qui apporte cette information, et là, quelqu'un de très proche de Donald Trump et de Netanyahou est sorti et dit que oui. Effectivement, il y a eu une rupture là, très moche entre les deux, mais bon, Netanyahou sait jouer ses cartes. Il sait aussi ne pas faire exploser cette alliance qu'il a avec Donald Trump. Non. Bien sûr, tu vois, en Israël, cette partie du pays est très intéressante. Il y a une culture du débat très dure, tu vois. Et disons que tout le monde réagit, pour ainsi dire, et je ne le dis pas dans un mauvais sens, je le dis dans un bon sens parce qu'au final, ils sont habitués à des débats intenses, tu vois, à des débats et des discussions très animées. Ce n'est pas seulement en Israël, mais aussi dans certaines régions du monde arabe. On a l'habitude de discuter à un certain niveau ici ou bien dans certains autres pays d'Amérique latine. Et soudain, au dernier moment, le sujet de la discussion passe très vite au cou. Parce que parfois oui, parfois non. Émotionnellement, on n'est pas habitué au débat, à la conversation, n'est-ce pas? Même en désaccord, la conversation d'idées reste possible, non? Ce n'est pas partout, seulement dans certaines régions. Maintenant, il est frappant qu'immédiatement, eh bien, Israël n'a pas d'autre choix que de suivre, ou bien, au bout du compte, la consigne de Trump, même s'il est évident qu'il n'est pas du tout d'accord. Et en même temps, cela montre aussi qu'il y a une urgence de la part des États-Unis de négocier. Et il dit une série de choses dans cette fuite, très dure, parce qu'il en vient même à mentionner, il en vient à commenter. Ils ne veulent plus d'Israël, non, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans le monde, on ne veut plus d'Israël. Et c'est un sujet très délicat que Netanyahou a très mal géré, car il a généré un effet très négatif envers ce pays et envers les gens qui y vivent. C'est très grave et cela inquiète de nombreux pays. Les situations vécues en Australie, similaires à celles en Europe contre les communautés juives, montrent que beaucoup disent « Écoutez, nous ne sommes pas Israël, donc ne nous impliquez pas ». Je ne suis pas d'accord avec ces mouvements. Ou nous ne sommes pas d'accord avec Netanyahou, etc. Combien n'ont-ils pas manifesté sans cesse contre lui en Israël? Pourtant, la majorité des informations ne le relaient pas. Ce qui leur parvient, ce sont les attaques menées par Netanyahou à Gaza ou celles menées au Liban.
cette fois encore en frappant des zones pratiquement adjacentes à des hôpitaux où se trouvent des civils blessés, des mineurs blessés. Plus d'une centaine d'enfants sont déjà morts ces dernières semaines lors des attaques contre le Liban, car même lorsqu'on leur demande d'évacuer, ils n'en ont pas toujours le temps ou la possibilité. Il y a eu des attaques où aucun avertissement n'a été donné. L'une des premières attaques lors de la reprise des hostilités a eu lieu dans une zone où il n'y a pas eu d'avertissement. Cela devait arriver tôt ou tard, mais je croyais qu'un autre président, pas Netanyahou ni Trump, aborderait ce sujet avec Netanyahou. Évidemment, c'est une rupture, mais il est quand même possible de parvenir à des accords ou ce que tu veux. Mais cela montrerait aussi qu'il y a alors un réel intérêt de la part de Donald Trump pour essayer de parvenir à un accord. En ce moment, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir, évidemment, mais en ce moment, c'est un aspect, c'est ce qui est en train d'être planifié aujourd'hui. Celui-ci s'appelle Raphaël Grossi, le responsable de l'AIEA disait « Voyons, si nous allons être sérieux, si nous allons vraiment aborder la question de l'uranium, n'est-ce pas ? C'est un sujet très technique et complexe, on ne peut pas simplement dire « Venez chercher l'uranium ». Regardez cette boîte, que dit l'étiquette ? Eh bien, il lui a averti que retirer, c'est-à-dire que c'est une option viable de retirer le matériel nucléaire, mais il dit que c'est une opération techniquement complexe. C'est ce que dit l'Argentin et il faut rappeler que c'est un diplomate argentin qui d'ailleurs envisage ou souhaite devenir le prochain dirigeant de l'ONU, secrétaire général. Eh bien, je pense qu'il a gagné pas mal de points, au moins dans le monde entier. On le connaît, n'est-ce pas? Et oui, c'est difficile, mais pas impossible. C'est ce qu'il a dit. Il affirme que, d'après des estimations internationales, une possibilité existe, comme discuté. Ici, il y a environ 440 kg d'uranium enrichi, à 60%, et cet uranium a été enrichi par l'Iran. Il se trouve sous forme gazeuse et nécessite en plus une procédure hautement spécialisée pour être manipulé et transporté. Ce n'est pas facile car il est gazeux, très contaminant et l'opération n'est pas simple. Ces déclarations font partie de la réponse à ce que Trump a fait, qui affirme que ce matériau va être retiré ou qu'il va partir, ou bien que les États-Unis le retirent avec l'Iran ou avec un autre pays qui pourrait les soutenir sur ce sujet. Cela prendrait de nombreux mois, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 1 ou 2 jours. Exactement, c'est un sujet complexe, comme vous le dites. Nous avions déjà évoqué l'analyse d'autres experts, mais qui de mieux que Raphaël Grossi, qui est justement dans ce domaine, non pas le directeur de la IEA, qui est l'une de ces sections de l'ONU, qui ont bien fonctionné ces dernières années dans des conflits comme celui-ci, entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs, il y a une nouvelle énorme en ce moment sur le sujet nucléaire en Ukraine, on va en parler tout de suite. En fait, on y arrive presque. Il reste 10 minutes, peut-être un peu plus, et ensuite on ira là-bas. Parce que, évidemment, ce qui se passe là-bas est énorme. Mais nous ne voulons pas... Enfin, nous devons boucler la boucle de toutes ces informations qui arrivent, parce que tout est en train de changer. Peut-être pour toujours le Moyen-Orient, car il n'est plus le même depuis la guerre, désormais la puissance de l'Iran est évidente. Il est clair qu'il a vraiment du pouvoir. Réel. On s'est rendu compte qu'il avait un pouvoir très sérieux. Tout était théorique, n'est-ce pas ? Non, ils disent bon qu'il attaquera Hormuz. Il dit que si on le ferme, cela causera ce problème. Et ils disent bon que si on lui répond, le régime s'effondrera en un rien de temps. Parce que les gens, tu vois, ça n'est pas arrivé. C'est-à-dire, ce qu'on attendait que les gens se soulèvent, au final, ce pouvoir, c'est le régime des ayatollahs. Mais il n'y a pas cette danse qu'ils appellent, qui est le pouvoir de l'ombre, qui est en fait une sorte de pouvoir miroir, où chaque fonctionnaire de la garde révolutionnaire, des dirigeants, en général des ayatollahs. Ils ont un autre personnage qui est inconnu, mais qui représente les mêmes pouvoirs et qui possède même ces pouvoirs. Non, il n'est pas nécessaire que l'un tombe pour que l'autre ait le même pouvoir. Donc c'est une façon de rendre très facile le maintien d'un pouvoir en cas de crise. Ils ont mis à l'épreuve le pouvoir des ayatollahs, car la situation était plus difficile qu'il n'y paraît, et évidemment, cela devra être étudié par les concernés. Les militaires, les stratèges devront analyser pour voir quelle sera la prochaine étape avec l'Iran, s'il s'agira de négocier, si ce sera, on ne sait pas, personne ne sait quel sera l'avenir, mais il sera différent. C'est-à-dire, il y a un avant et un après à partir de tout ce conflit. Exactement. Mais il a aussi expliqué qu'il reste en contact permanent avec des responsables iraniens ainsi qu'avec les États-Unis pour discuter de la possibilité de ce sujet, n'est-ce pas? Il faut rappeler que Raphaël Grossi a reçu des menaces de mort, des vidéos menaçant de lui ôter la vie de la part du gouvernement iranien.
Pour la même raison, ce serait pendant ou avant la guerre des 12 jours. Exactement. Regardez, une autre chose avant de passer à d'autres sujets. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, aurait également lancé un message très fort. Parce qu'elle fait un reproche, elle fait une critique très sévère envers Israël pour avoir violé la souveraineté libanaise. Parce que, voyez-vous, le Liban est un pays constitué, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un pays qui, existe, n'est-ce pas? Qui a ses propres lois, son président, indépendamment de ce qui se passe avec Hezbollah, groupe terroriste. Qui est aussi très déplorable, ce groupe est tout ce que tu veux. Mais la sous-secrétaire générale de l'ONU, Martha Amakaya-Pové, a accusé que la souveraineté libanaise a été violée par la présence militaire au nord de la ligne bleue. Et elle a averti que la situation est profondément alarmante, surtout parce qu'il s'agit déjà de troupes. Oui, donc ces troupes, évidemment, elles sont déjà un aimant. C'est vrai, non ? Donc, avec l'Iran, on a déjà vu une guerre déplorable, et il y a aussi eu des critiques à ce sujet. Parce que non, rien de plus. C'est qu'on critique le régime des ayatollahs quand il a attaqué les mêmes personnes qui ont protesté contre les ayatollahs, qui étaient des milliers de personnes. C'est-à-dire, c'est un régime extrêmement dur envers sa propre population, qui a aussi été sévèrement critiqué par l'ONU, mais on le critique aussi quand il fait des choses qui vont à l'encontre de la société. Les chartes des lois existent pour instaurer un minimum de bon sens dans l'ordre mondial, même si elles ne sont pas contraignantes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, propose de créer une nouvelle force pour remplacer la FINUL. Vous vous souvenez qu'il y avait des troupes de l'ONU. Qui étaient là pour maintenir la paix dans le sud du Liban et que, plusieurs ont en fait perdu la vie à cause d'attaques des deux côtés. Aujourd'hui, ils ont envoyé une lettre, ils l'ont envoyée au Conseil de sécurité et elle a été obtenue par The Post, où la nouvelle force serait composée de centaines, voire de milliers de soldats et aurait pour mission de garantir le maintien du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Voilà la situation. Comment vas-tu, Verderi, Monica Jalala? Un énorme salut également. Merci beaucoup pour vos commentaires. Au final... nous voyons deux personnages qui ont été très impliqués dans ce sujet, mais qui ne semblent pas très bien s'entendre en ce moment, et surtout, leurs stratégies sont totalement différentes. L'opération contre l'Iran a été menée, on a tenté de renverser un régime, cela n'a pas été possible, et il semble qu'aucune capitulation ne sera acceptée, ni de la part des États-Unis, ni clairement de la part de l'Iran non plus. Mais disons qu'ils vont essayer de le présenter, j'imagine, comme une sorte de victoire ou de match nul, entre guillemets. Mais au final, il est clair quelle est la position et jusqu'où l'Iran peut aller. Je pense qu'à partir de maintenant, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis seront des pays qui se prépareront beaucoup plus rapidement à l'avenir. Ils ont aussi pris conscience de leur faiblesse. Et que, s'ils veulent continuer à prospérer, comme l'ont fait ces pays du Golfe, ils vont devoir prendre sérieusement en compte leurs voisins d'en face. Exactement. Je pense que le dernier tweet de Donald Trump résume parfaitement la folie de cette guerre. Je vais le lire. Oui, s'il te plaît, laisse-moi le lire et je veux l'afficher ici à l'écran. Donald Trump vient de le publier et il dit ceci. Si l'Iran se rend, admet que sa marine a disparu et repose au fond de la mer et que sa force aérienne n'est plus avec nous. Et si toute son armée quitte Téhéran en marchant, les armes jetées et les mains en l'air, chacun criant « Je me rends, tout en agitant sauvagement un drapeau blanc représentatif. Et si tous ces dirigeants restants signent un document de reddition nécessaire et admettent leur défaite face à la puissance et à la force de la magnifique. Les États-Unis, The Falling New York Times, The China Street Journal, qui est en fait le Wall Street Journal, vraiment corrompu, et l'irrélevant CNN ainsi que tous les autres membres des médias de fausses informations. Ils titreront que l'Iran a remporté une victoire magistrale et brillante sur les États-Unis d'Amérique. Ce n'était même pas proche. Les Doncards, comme disent les démocrates stupides et les médias, ont complètement perdu le Nord. Ils sont devenus absolument fous. Présidente G. Trump. C'est un message complètement fou. Pourquoi ça? Il veut vendre l'idée. Dès maintenant, il se prépare à vendre l'idée qu'il a gagnée.
Et il dit aux Iraniens voyons s'ils sortent, eh bien, avec leur petit drapeau blanc. Et donc maintenant, la tête baissée et en signant tout ce qu'il veut. Comme ça, une fois que tout sera réglé, il n'aura plus besoin de les attaquer. Évidemment, une rhétorique à 100% dans laquelle, eh bien oui, non, 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 non. Les Iraniens mangent du pop-corn en ce moment, non? Et donc, eh bien, non, non, on ne voit pas de tournant, on ne voit pas de changement, comme tu dis. Ah, regarde, ils vont ouvrir le détroit d'Ormuz, ils ne vont pas arrêter de faire payer, ils se sentent puissants. Évidemment, c'est un régime indéfendable, ce que tu veux, lamentable, tout ce que tu veux. Mais au final, il s'est rendu compte que cette théorie qu'ils avaient depuis des décennies sur leur pouvoir, eh bien ce n'est pas qu'une théorie. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas qu'ils aient de grandes armes, c'est que leur géographie les aide énormément. Et c'est ça, la clé. Je répète, cela sera étudié à l'avenir pour voir l'évolution de cette région. Et pour commencer, nous verrons déjà ce qui se passe demain avec le pétrole, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, si le pétrole ouvre à la hausse, s'il ouvre à la baisse, eh bien cela montrera aussi la réalité pratique. C'est-à-dire, si vraiment il y a un changement à Hormuz ou non, peut-être aussi que les Iraniens sont en train d'apaiser les choses et d'ouvrir le détroit d'Ormuz beaucoup plus que ce que nous pensons. Ce sont les marchés de demain qui le montreront. C'est la seule chose. Si les marchés commencent à faire monter le prix, évidemment, c'est qu'il n'y a pas autant de pétrole, non ? Et qu'il y a beaucoup de demandes. Donc c'est ce qu'il faudra étudier demain. Ils ne veulent plus extraire de réserves, d'après cela. Donc cette partie-là est aussi essentielle. Ils auraient dû y penser avant. Ils auraient dû y penser avant. Non, le problème, c'est que ça aurait pu être fait, mais ça a été mal fait. Certaines choses ont été annulées alors qu'elles auraient pu être essentielles, non ? Comme tu disais sur les Kurdes... Kurdes. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on voit autant d'attaques de l'Iran contre les Kurdes. C'est pour ça qu'on dit les Kurdes. Pourquoi autant? Jusqu'à ce que les Kurdes ne fassent plus rien? Non, non, ce n'est pas ça. Ils vont faire quelque chose. Et ils vont le faire. Mais Trump a fait marche arrière. Sinon, on raconterait sans doute une autre histoire. Eh bien, comme on dit, quoi qu'il en soit, c'était leur calcul. C'est là qu'ils sont arrivés. Il peut y avoir des surprises. Bien sûr qu'il peut y avoir des surprises là-dedans. Il peut toujours y en avoir, mais moi, au moins, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas ce qu'en pense la communauté ici. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise d'ici la Coupe du Monde. Non. Et là non plus. Et s'il devait y en avoir, alors là, pour moi, ce serait vraiment une surprise. Tu dis qu'il s'est passé quelque chose, tout est devenu fou. Trump a attaqué les citoyens. Et maintenant... Même si comme Ramos ou Ramos. Oui, c'est-à-dire ce serait vraiment surprenant. Surprenant, parce que dans une Coupe du Monde, ce serait le moins pratique. Non, ça. Je crois que les services de renseignement américains recommanderont de rester calmes jusqu'à la fin de l'événement. C'est un événement international dont l'idée est de vendre la sécurité, de montrer à quel point un pays est beau, l'union, etc. C'est-à-dire, il s'agit de mettre en valeur les villes qui participent. Par exemple, on va aller à Guadalajara. Qui vient de Guadalajara, où était-ce ? Non, pour un Indonésien ou pour quelqu'un qui vit au Bangladesh et qui va regarder la Coupe du Monde, ce sera incroyable. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de cette ville ? Guadalajara, non ? Enfin, Monté, quoi. Bon, ils les montrent, on commence à enquêter. Ah, regarde, c'est une ville. C'est comme ça, elle a ses propres caractéristiques. Mais au final, non, ils ne nous connaissent pas, n'est-ce pas ? Au final, ce sont des villes qui sont célèbres jusqu'à un certain point pour nous, mais en dehors de ça, dans d'autres pays, je ne pense vraiment pas. Donc, c'est une façon de positionner des villes et de commencer à dire « Regarde, dans cette partie du Canada ou dans cette partie des États-Unis ou du Mexique, on peut faire des affaires, on peut faire ceci. » Et ça t'ouvre au monde. Oui, il y a du potentiel si on sait l'utiliser. J'espère que la situation ne deviendra pas grave et qu'il n'arrivera à rien d'indésirable. Oui, mais après la Coupe du Monde, ce sera autre chose. Donc je pense que pour cette partie-là, il faudra en faire partie. Allons donc aux commentaires et ensuite passons au prochain rapport. Eh bien, un grand salut à Digna. Comment vas-tu, Digna ? Un salut aussi à Ford Gale Gladiero. Salut à vous. Comment allez-vous ? Bonjour Omar. Comment ça va, Pantherita ? C'est un plaisir de vous saluer. Regardez,
Non, il y a beaucoup d'informations et de sujets. Allons-y maintenant. Le direct va passer en mode automatique. Le rapport qui arrive, cette fois, il vient avec tous les détails. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe avec le séisme qui a eu lieu en Europe, et des sujets technologiques, différentes actualités, ce qui se passe dans le monde. Vous savez déjà que c'est très varié, mais bon, nous avions ce rapport. Dites-nous les bonnes, s'il vous plaît. Allons là-bas. Et bon, nous continuons à discuter. Voyons voir.